On va parler du PEA. Le PEA et le PER, ce sont deux autres enveloppes qui plaisent énormément aux Français. PEA pour acheter des titres, généralement des actions ou des ETF, et le PER pour préparer sa retraite. Là, c'est deux enveloppes fiscales qui ont énormément de succès auprès des Français, mais comme toutes les enveloppes fiscales, il y a malgré tout un risque, il y a malgré tout un danger, et dont on nous parle généralement pas du tout et qu'on découvre une fois qu'on a les problèmes. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse aborder ce PEA. Moi, c'est vrai que quand je parle d'actions, quand je parle d'ETF sur ma chaîne, j'ai la première question qu'on me pose, mais vraiment la première, avant de est-ce que c'est rentable, est-ce que l'entreprise est solide, est-ce que ce ETF est bien géré, c'est est-ce que je peux le mettre dans un PEA? Voilà. Les gens sont des fanatiques de l'enveloppe fiscale. Et pour parler de tout ça, eh bien, j'ai demandé à trois experts de se joindre à moi. D'abord, vous avez Mathieu Faraco, que ceux qui connaissent la chaîne connaissent maintenant bien. Mathieu Faraco, c'est un expert en investissement. Il est formateur, il est le formateur de Libre et Riche. Et puis, il vous propose actuellement, mais actuellement seulement, une masterclass qui est 100% offerte, la méthode simple, en 5 minutes par mois, pour avoir un portefeuille solide. Vous avez le lien dans la description si vous voulez aller vous inscrire à la masterclass de Mathieu. J'ai aussi avec moi Thibaut Saron. Alors, Thibaut Saron, vous êtes conseiller financier privé. Vous travaillez avec des particuliers et des chefs d'entreprise chez Métandis Patrimoine. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous. Et j'ai aussi avec moi donc Joris Leclerc. Vous êtes avocat fiscaliste et vous accompagnez les dirigeants de TPE, PME pour dans la gestion de leur fiscalité, on va dire, d'une manière assez large. Et exactement. Oui, pardon. Bonjour, Joris. Bonjour à tous. Le sujet de la fiscalité et des placements sûrs est tellement un sujet chouchou chez moi que j'en perds mes bonnes manières. Donc, bonjour, Joris. Juste, je voudrais, avant de démarrer cette vidéo, vous dire qu'elle est sponsorisée par YoMoney. Alors, YoMoney, c'est la première fois qu'ils font une vidéo chez moi, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant de les avoir parce que c'est le leader français de la gestion de l'épargne en ligne. Et en fait, YoMoney, il vous propose. Alors, c'est une société qui a été fondée en 2015 et qui a pour but de démocratiser l'investissement en proposant une gestion pilotée, simple, transparente et que vous pouvez avoir en ligne. Et YoMoney, en fait, c'est quand même une boîte assez importante parce qu'ils accompagnent aujourd'hui 80 000 clients et ils gèrent 1,9 milliard d'euros d'encours, ce qui en fait, c'est l'acteur de référence de l'épargne digitale en France. Rien que ça. Et donc, YoMoney, ils vont vous proposer de l'assurance vie, on va en parler, ils vont vous proposer des comptes courants, des comptes titres, donc des PEA et bien sûr, le plan d'épargne retraite. Et là, je dirais que vous allez avoir une offre spéciale sur Droma Economy. Le plan d'épargne retraite, vous avez la possibilité actuellement de bénéficier d'une fiscalité avantageuse pour toutes les créations de plans d'épargne retraite ou pour tous les transferts de plans d'épargne retraite que vous faites là avant le 23 décembre. Et YoMoney Retraite donc, vous propose un plan d'épargne retraite. Ça vous permet de combiner l'avantage fiscal de l'épargne retraite ainsi que des allocations relativement diversifiées puisque vous allez pouvoir acheter des ETF, des fonds euros et du private equity. Et là où ça devient très intéressant de passer par le lien que je vais mettre en description ou par le QR code que je mets là à l'écran, là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que vous allez avoir jusqu'à 2 000 € offerts pour une première ouverture ou un transfert de PER si vous utilisez le code MONPER25. MONPER25, tout attaché. Allez voir dans la description si vous avez un doute. Et vous allez pouvoir avoir jusqu'à 2 000 € offerts. C'est la première fois qu'on a un sponsor qui offre autant. Donc, n'hésitez pas. Lien dans la description. Voilà. Et eh bien, voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est d'abord quels sont les défauts
que l'on peut trouver aujourd'hui au PEA ou au PER. On peut peut-être réexpliquer juste d'un mot, Thibaut, ce qu'est un PEA, ce qu'est un PER, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Alors, deux choses très différentes. PEA, plan d'épargne en action, globalement, c'est aussi, comme l'expliquait Mathieu au début, une enveloppe fiscale, au même titre que le PER ou l'assurance vie. Donc, le PEA, vous n'avez pas d'avantage fiscal en termes de versement à l'entrée ou quoi que ce soit. Par contre, comme l'assurance vie, vous avez un avantage fiscal à la sortie, donc au bout de 5 ans de détention, d'où aussi le fait de l'ouvrir assez rapidement. Vous avez une exonération d'impôt sur le revenu sur les gains. Encore une fois, pas de prélèvements sociaux, là, vous payez pleine balle. Donc ça, c'est très, très rapidement le PEA, je vous serai complété. Le PER, très, très différent. En fait, vous allez bloquer de l'épargne pendant un certain temps. En contrepartie de ce blocage, vous avez une déduction fiscale à l'entrée. Donc, je fais très simple, je suis imposé à 50 000 euros de revenus de mon travail. Je verse 10 000 sur mon PER. Résultat, 50 000 moins 10 000, je serai imposé que sur 40 000 euros à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est un peu la carotte fiscale à l'entrée. Attention, c'est trop beau pour être vrai. Il y a toujours le bâton fiscal qui vous attend à la sortie. Et là, il y a différentes possibilités. Vous sortez à la retraite, ce qui est un peu le but du PER, parce que PER, c'est plan d'épargne retraite. Vous sortez à la retraite, vous êtes réimposé sur le capital que vous sortez à l'impôt sur le revenu, et vous êtes également imposé sur les gains, là de manière classique, à la flat tax. Donc c'est le pari qu'on fait avec le PER. On parie que notre tranche durant notre vie active d'impôt sur le revenu sera beaucoup plus haute que notre tranche d'imposition durant la retraite. Depuis 2022 et la loi Pacte, le PER peut être retiré non plus uniquement en rente, comme c'était le cas avant, mais en capital, voire en capital fractionné. Donc c'est quand même assez flexible. Vous pouvez retirer 10 000 euros une année, 0 l'année suivante, 50 000 euros l'année suivante. Enfin, vous pilotez vraiment votre épargne, mais n'oubliez pas, il y a une imposition quand même qui se fait à la sortie, et beaucoup de banquiers mettent en avant, si vous achetez votre résidence principale, dans 5-6 ans, vous pourrez sortir l'argent de votre PER. C'est vrai. C'est peut-être la pire option fiscale que vous pourrez choisir, parce que vous serez très certainement à la même tranche d'impôt, voire une tranche supérieure que vous êtes actuellement lorsque vous aurez fait le versement, et vous allez être réimposé pleine balle. Donc fiscalement, vous gagnez une année, vous reperdez 2-3 ans après. Donc honnêtement, aucun intérêt fiscalement. En plus, vous avez bloqué un peu d'épargne pendant X temps, donc vraiment pas d'intérêt. Par contre, le sortir à la retraite, selon la situation, ça peut avoir du sens. Et d'autres situations qu'on appelle accident de la vie. Alors, je vais passer les situations pas drôles, type décès du conjoint, invalidité. Par contre, il y a des situations, moi j'ai ça avec des clients entrepreneurs, ils se mettent au chômage à un moment ou à un autre durant leur carrière professionnelle parce qu'ils veulent lancer une société ou se reconvertir professionnellement. Quand vous arrivez en fin de droit chômage, c'est considéré pour l'instant par le fisc comme un accident de la vie. Vous sortez tout le capital de votre PER en franchise totale d'impôt, mais aussi les gains, vous les sortez en franchise d'impôt sur le revenu. Donc vous payez uniquement des petits prélèvements sociaux, en petits avec un gros guillemet, sur les gains, mais vous sortez tout votre capital et également les gains en franchise d'impôt. Donc assez puissant dans des cas un peu particuliers, mais bon, des entrepreneurs, on en a quand même de plus en plus, heureusement, en France en ce moment. Et c'est une belle porte de sortie qu'on peut avoir sur le PER. C'est même, non, mais c'est même vachement bien parce que, bon, même si on ne souhaite pas se retrouver au chômage ou dans des difficultés comme ça veut dire que le PER, quand même, c'est le moment où je peux le racheter et où ça va me coûter quasiment rien, quoi. Donc, c'est une pourvu que le fisc ne le voit pas trop vite, mais c'est une très belle porte, quoi. C'est comme tout. C'est comme tu le dis, c'est pourvu que le fisc ne le voit pas trop vite. Alors, je pense qu'il l'a vu. Pour l'instant, il n'a pas mis le doigt dessus, on va dire, de manière trop importante. Et c'est le problème du PER, c'est la stabilité fiscale. Là, on a un amendement complètement dingue qui a failli être passé par le PS, qui disait à l'âge de départ à la retraite, donc vraiment l'année où tu pars à la retraite, ton PER est automatiquement clôturé. Donc imagine, tu as versé toute ta vie 10 000 euros par an sur un PER, donc tu sors, tu es content, tu te dis j'ai 400 000 euros l'âge de ma retraite sur mon plan d'épargne retraite. Du coup, ces 400 000 euros, là, si l'abonnement est voté tel quel et passe dans le PLF de l'an prochain, ça veut dire que l'année de ton départ à la retraite, tes 400 000 euros réintègrent ton revenu imposable. Et donc là, c'est pleine balle, c'est 45% d'imposition. C'est les tranches d'hier classiques. Donc tout est réimposé à l'impôt sur le revenu. Et là, tu te fais matraquer et tu perds plus de la moitié de tout ce que tu as mis toute ta vie sur le PER. Et tu seras peut-être d'ailleurs imposé à une tranche plus importante que celle que tu as déduite
lors des versements. Donc c'est le gros risque, à mon sens, pour moi, sur le PER, c'est que si l'État décide de refaire n'importe quoi sur la fiscalité, parce que pour une fois, il a mis une enveloppe intéressante en place, malheureusement, très souvent, il aime bien revenir sur les choses intéressantes qu'il fait. Et là, le PER perd totalement son intérêt. Alors là, vraiment, je vais demander à l'homme de l'art, à Joris, à Maître, est-ce que vous pouvez, voilà, est-ce que si j'ouvre un PEA, un PER, je peux être sûr quand même de l'enveloppe fiscale, ou est-ce que c'est léger, de plus en plus léger, et je risque de me retrouver avec un compte courant dans peu de temps, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une vraie solidité à ça, une vraie enveloppe fiscale solide sur laquelle je peux compter? Alors, à date, finalement, on se rend compte que les titres éligibles, alors pour le PEA, c'est assez, finalement, c'est assez fixe. Il y a eu le cas du Brexit où effectivement les titres logés dans les PEA n'étaient plus éligibles, mais il y a eu des mesures de tolérance pour reclasser les titres. On a quand même sur le PEA, on a quand même une, comment dire? Une certaine, s disons, stabilité pour l'instant avec effectivement, ça on rabote progressivement effectivement parce qu'il faut aller chercher de l'argent, notamment je pense, à l'augmentation des prélèvements sociaux qui a été votée, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et qui du coup s'appliqueront, enfin s'appliquera, pour le futur si effectivement on a une décision, définitive. Mais alors et comme je l'ai vu dans les commentaires, c'est très dur, parce qu'on a une certaine instabilité, même une instabilité certaine, d'ailleurs c'est un peu une oxymore, mais on a une instabilité un peu galopante parce que, il faut trouver de l'argent. Donc dès qu'on avait des effets un peu de seuil, des effets, intéressants, on revient progressivement dessus, et pour parler du PEA, on a 2 sujets. En fait, on a les prélèvements sociaux, qui ont déjà été augmentés un peu et qui viennent quand même un peu réduire la rentabilité clairement. On a également, l'augmentation potentielle de la flat tax, qui n'a pas été actée, mais qui pourrait l'être dans les années prochaines. Pour le coup, c'est un risque, à considérer. Vous avez également le sujet des critères des investissements. On a un sujet, très orienté, ESG. Donc, on a des critères de, comment dire? D'investissement vert, si on peut dire, qui doivent être qui sont en train d'essayer d'être, mis en avant et mis en place pour, imposer, que certains investissements respectent ces critères. Donc ce qui peut réduire aussi la rentabilité Non, mais non, non, attendez, non, c'est important ça. Non, mais rassurez-moi, je peux encore acheter du bon Total bien polluant sur mon alors on PEA quand même. J'ai quand même le droit alors justement d'avoir du bon sur le pétrole PEA. qui pue, quoi. Alors sur le PEA justement, il y a un sujet qui est parfois oublié, par les investisseurs, c'est que quand vous avez beaucoup de côtés, dans le PEA, finalement, c'est peut-être un peu moins intéressant parce que si vous avez des exonérations, alors je l'ai noté pour que ça soit, plus compréhensible, mais si vous voulez, vous avez une limite d'investissement dans le côté, comme vous parliez, de Total par exemple, au-delà duquel finalement on a une fiscalité qui est moins avantageuse, notamment, sur, les prélèvements sociaux puisque, on aura je crois que c'est dès lors que le côté représente plus de 10 de la valeur du portefeuille, les dividendes, en fait, bénéficient plus de l'exonération. Donc attention quand on est full coté, sur un PEA, de pas de prendre cet aspect, en compte parce que sinon effectivement on peut se faire avoir et perdre un peu en rentabilité. Donc ça c'est le premier point et sur les critères ESG, effectivement, je me suis noté qu'il y avait un amendement. Il y a des amendements qui ont été discutés qui visent à finalement à restreindre l'éligibilité au PEA aux seuls fonds qui respecteraient alors ça c'est pour les fonds, qui respecteraient certains critères environnementaux, donc les critères ESG. Alors ça a pas été adopté, mais c'est quand même une tendance de fond un peu comme, vous avez eu l'IFI vert ou l'ISF, écologique. C'est une tendance de fond qui, je pense, a vocation, à se renforcer et donc il faut le alors on connaît pas l'avenir, mais c'est des tendances globales qu'on voit puisque chaque année, c'est des sujets qui reviennent. Même s'ils sont pas adoptés, on voit qu'il y a une volonté derrière et sur le PER, également, on évoquait effectivement cette volonté, de forcer en fait finalement le retrait en capital
lors de la retraite. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un dispositif assez intéressant sur le PER, qui a peut-être été utilisé de manière abusive par certains. C'est que vous aviez l'exonération de droits de mutation à hauteur de 152 500 dont on a parlé sur l'assurance vie, finalement pouvait se trouver à s'appliquer sur les PER, c'est-à-dire que j'ai un PER, je ne le liquide pas et le jour où je décède, il est transmis aux héritiers, donc à mes enfants potentiellement, après un abattement de 152 500 et ça permettait quelque part de transmettre un peu plus, alors qu'un PER n'a pas vocation nécessairement à se transmettre, mais plutôt à générer une retraite complémentaire. Et donc, l'amendement qui a été discuté, c'était dans cette logique-là, de dire, pour lutter contre ça, c'est d'imposer la liquidation à un certain âge pour éviter les effets d'aubaine qui étaient de dire je gagne de l'économie d'impôt puisque mon PER est déductible et en fait comme je le liquide jamais, je me fais jamais taxer à la sortie et je le transfère pour tout ou partie en franchise de droit de succession à mes enfants par exemple. Ça serait dommage de pouvoir transmettre un truc à ses enfants quand même. Voilà, mais ça c'est la logique si vous voulez. En même temps que le rabotage des plafonds, voilà. qui est aussi où ils reviennent sur les montants déductibles, etc. C'est dans cette logique de dire que typiquement, vous avez des gens qui font des gros versements one-shot, que vous avez des gros revenus en cumulant le plafond du conjoint, le leur, et ça permet effectivement de casser un peu l'impôt sur le revenu qui est dû en faisant des versements one-shot, et donc d'où l'idée de limiter le report des plafonds pour éviter que quelqu'un en fait ne verse pas pendant certaines années. Il sait que là, il va avoir une grosse rémunération, et ben, il cumule les plafonds et il casse un peu la base imposable. Donc, on sait que en tout cas, on sait qu'il y a une volonté de fond de faire sauter certains abattements, certains avantages. Malheureusement, voilà, parce qu'il faut aller chercher de l'argent, parce qu'on a une gestion qui est pas terrible pour dire. En fait, c'est une volonté de fond de nous faire les poches. Faut pas aller chercher des trucs, limiter les abattements. Non, volonté de fond d'aller nous faire les poches jusqu'au bout. C'est pas du tout, voilà. Et je dirais même que c'est une volonté plus globale parce que certains ont peut-être entendu parler des gens qui partaient en Italie qui transféraient leur résidence fiscale en Italie, où notamment vous n'avez pas d'impôt sur la fortune. Et il faut savoir que quand on discute avec certains confrères italiens, ils nous disent que quand même dans les cartons, même si c'est un serpent de mer parce que c'est chaque année, il y a quand même une tentation de mettre l'équivalent d'un impôt sur la fortune italien ou un ISF italien, même s'ils disent qu'il y a peu de chances que ça soit adopté. On voit que c'est, je pense, d'un point de vue global, qu'il y a cette volonté d'imposer de plus en plus. C'est un véritable problème. Alors, bon, Mathieu, on va terminer sur le PEA-PER avec toi. J'aimerais, finalement, c'est des bonnes enveloppes, c'est intéressant quand on est français de se faire un PEA ou un PER et de mettre son argent là-dedans, ou pas, où il faut oublier ce genre de choses et tant pis pour l'enveloppe fiscale. Oui, ben, le PEA, de toute façon, bon, il y a déjà une limite d'âge, donc forcément, pas tout le monde ne peut en ouvrir un. En revanche, une fois qu'il y a la possibilité de l'ouvrir, donc une fois qu'on est majeur, moi, en tout cas, c'est ce que je recommande. Après, évidemment, il faut pouvoir l'adapter à chaque situation. Chaque situation étant différente, chaque solution l'est également. Maintenant, c'est pas étonnant que l'engouement vis-à-vis de cette enveloppe est de plus en plus grande, parce que c'est sans aucun doute l'un des seuls, entre guillemets, paradis fiscaux français. Parce qu'à partir du moment où on dit aux personnes, ben, à partir de 5 ans, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu, déjà qu'on paye énormément d'impôts, donc voilà, une bonne nouvelle. Et en plus, c'est de votre vivant. Donc, on n'a pas besoin d'attendre, comme le PER, de prendre la retraite. Il n'y a pas besoin d'attendre de mourir pour transférer avec l'assurance vie. C'est de son vivant. Alors, il y a un équivalent avec les 8 ans de l'assurance vie. Mais c'est vrai que le PEA, permet en plus d'avoir aussi un horizon d'investissement, alors qui est large et limité à la fois, parce que c'est quand même limité à l'espace économique européen. Et donc, il faut bien le prendre en compte, bien qu'on peut contourner cette caractéristique, notamment avec des ETF à réplication indirecte. Donc, en réalité, c'est très simple d'investir aux États-Unis via un PEA.
contrairement à ce qu'on pourrait penser. Maintenant, c'est aussi plafonné. Donc 150 000 euros, ça veut dire que 150 000 euros, par rapport à ce qu'on disait précédemment, une personne qui va travailler toute sa vie et mettre 10 000 euros tous les ans, ben forcément, s'il fait ça tous les ans, il est limité à 15 ans en gros d'épargne. Maintenant, c'est une formidable enveloppe qui a des avantages et des inconvénients par rapport notamment à l'horizon d'investissement que pourrait avoir un compte titre ordinaire, qui lui est évidemment plus large. Et par exemple, si on veut faire un crédit lombard avec le PEA, c'est pas possible, à la différence d'un compte titre. Chose qu'on peut faire, par exemple, on peut faire des découvertes en comptes spéciaux, par exemple avec une assurance vie, on peut la mettre en garantie et obtenir des crédits en contrepartie. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est pour ça que tout doit être analysé. Maintenant, le PEA, ça reste, à mon sens, pour les résidents fiscaux français, une enveloppe à avoir et à avoir avant de partir s'ils décident de partir à l'étranger et de transférer leur résidence fiscale à l'étranger. Parce que, alors après, ça dépend aussi un petit peu du type de pays. Mais en règle générale, quand c'est des pays coopératifs, on a la possibilité de conserver son PEA. Alors, on peut plus faire de versement, on peut plus investir, il est gelé, mais on peut continuer à le préserver. Maintenant, il y a un gros point qui, à mon sens, me semble extrêmement important, c'est par rapport à la fiscalité. Parce que quand on nous dit, oui, Macron, quel que soit le responsable politique, baisse les impôts, bon, alors effectivement, peut-être l'impôt sur le revenu, mais je vous rappelle qu'il y a quand même les prélèvements sociaux. Autant l'impôt sur le revenu, on peut l'optimiser assez facilement, dans certaines limites, évidemment. Autant les prélèvements sociaux, tout le monde y passe. Et quand j'entends qu'on veut augmenter les prélèvements sociaux, donc là, c'était de 1,4 point de pourcentage, si ma mémoire est bonne. Bon, ben finalement, juste pour rappel, les prélèvements sociaux en 95, c'était 0,5%. Aujourd'hui, on est à 17,2 et ça passerait du coup à 18 et quelques. Donc en fait, on est sur une pente ascendante qui continue d'augmenter. Pourquoi? Parce que l'assiette est forcément large. C'est plus facile de taxer beaucoup de personnes qui gagnent raisonnablement, je ne vais pas dire peu, ou voilà, ça c'est les chiffres, c'est subjectif, qu'une taxe qui va venir ponctionner quelques personnes qui gagnent beaucoup. Ça rapporte quand même beaucoup plus, une assiette bien plus large. Donc voilà, ça c'est pour le PEA. Et après le PER, en fait, au-delà de toutes les enveloppes, moi vraiment la grosse crainte que j'ai, c'est cette incertitude fiscale. Parce qu'en fait, c'est comme l'inflation. Moi, j'entends souvent l'inflation est mauvaise, etc. J'entends, c'est vrai, l'inflation, c'est un impôt déguisé. En revanche, une inflation anticipée, c'est quand même mieux qu'une inflation qu'on n'arrive pas à anticiper, qui est constamment en train de bouger. Parce qu'en tant qu'agent économique, on a besoin de se projeter. Donc, à partir du moment où on est un investisseur, on a besoin de se projeter aussi sur nos placements. Et force est de constater que les personnes de plus en plus de personnes prennent conscience de l'importance d'investir, ne serait-ce que pour avoir un complément de retraite, compte tenu de l'incertitude qui pèse aussi à ce niveau-là. Si on est constamment en train de leur dire la fiscalité, il se passe ça, on augmente, on met des niches pour ça, mais là, tu as une exception ici. En fait, tu crées une inflation législative et fiscale qui fait qu'il y a un ras-le-bol général. Alors après, il faudra voir les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais c'est pas étonnant si beaucoup de personnes envisagent, si ce n'est pas l'expatriation, à minima de sortir une partie des capitaux pour les allouer autre part. Donc c'est quand même assez déplorable et dommage, surtout quand on nous dit qu'il faut financer le changement climatique, il faut financer tout un tas de choses, la réindustrialisation, et en fait on fait tout pour faire fuir les capitaux. Donc c'est quand même paradoxal, quoi. Ah mais on est très fort pour ça, de toute manière. Enfin, on n'est pas un paradoxe près en France. Je voudrais clôturer avec deux questions qui vont peut-être être pour Joris. C'était celle-là. Les expatriés doivent-ils déclarer leur assurance vie de leur pays d'accueil? Et la seconde question, c'était lorsqu'on ouvre un compte à l'étranger, on doit faire la déclaration 3916. Est-ce que tu confirmes les deux choses? Alors, sur la première,
S'ils sont dans leur pays d'accueil, ça dépend le pays, j'ai envie de dire, ça dépend la législation du pays d'accueil, mais en tout cas, s'ils n'ont plus de revenus de source française, potentiellement, ils ne déclarent plus rien en France à compter de leur départ effectif, du transfert de leur résidence fiscale. Heu, Attention effectivement quand on revient, de pas oublier les comptes qu'on avait laissés ouverts, mais heu dans leur pays d'accueil, pour le coup, ça dépend vraiment de la législation fiscale du pays d'accueil. J'aurais tendance à dire que peut-être, en France, on n'a pas le monopole effectivement de cette déclaration de compte, mais de se rapprocher à ce moment-là peut-être de l'administration fiscale locale parce que vis-à-vis de la France, plus d'obligations, mais dans leur pays, de résidence, dans lequel ils sont expatriés, effectivement, il y a peut-être une obligation pour le coup, mais ça, c'est vraiment en local. Et sur la déclaration 3916 qui est évoquée, effectivement, la déclaration 3916, c'est une déclaration annuelle qu'on fait au moment où on déclare ses revenus. On dit: «Bah, voilà, pour les comptes ouverts au cours de l'année, ceux qu'on détient encore et ceux qu'on a fermés, on indique, le numéro de compte, l'établissement teneur du compte, la date d'ouverture et ou de fermeture si c'est le cas. Et puis si on est titulaire ou si on a un co-titulaire sur le compte, effectivement, on le fait annuellement. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de communication, donc ça va de plus en plus vite. Si jamais vous ne l'avez jamais fait, c'est pas grave. Vous prenez contact avec l'administration et vous faites, excusez-moi l'expression, un peu pleurer. Vous dites: «Pardon, je me suis rendu compte que, j'avais oublié de déclarer» et en général, ça se passe bien. Attention, un peu fastidieux parce qu'il faut faire les années précédentes et pas que l'année en cours. Et oui, du coup, il faut le faire et également sur certains comptes, détenant des cryptoactifs, notamment ceux qu'on appelle les comptes dits dans les SEX, les centralized exchange. Ça également, vous avez cette obligation, donc formulaire 3916 bis. Très bien. Alors, Sachant juste en plus pour précision, là j'ai vu, je sais plus où, que je sais pas si c'est passé ou pas, mais il y aurait la volonté d'imposer aux plateformes, puisqu'on parlait de crypto, de transmettre automatiquement les informations à partir de 2026. Alors Alors là, il y a c'est quand même même pas une volonté, ouais, ouais, c'est en OK, place. À partir voilà, de janvier Ouais. 26, il y a la directive DAC8 c'est ça. qui va imposer en fait la transmission de toutes les transactions qui ont été faites depuis le 1er janvier 2026, et également du coup l'identité des teneurs de compte. Donc c'est pour ça les gens qui ont fait des KYC, l'information sera remontée, donc régularisez vos comptes. Si vous ne les avez pas encore déclarés, faites-le maintenant parce que vous pouvez régulariser entre guillemets à n'importe quel moment. Ou n'oubliez pas de déclarer vos comptes en mai-juin et également, sachez que certes, ce sont seulement les transactions qui ont été réalisées à partir du 1er janvier 2026, mais ça n'empêchera pas l'administration de demander communication aux plateformes concernées pour le passé. Donc effectivement, depuis le 1er janvier, enfin à partir du 1er janvier 2026, il y aura cet échange automatique, à voir ce que ça va donner dans les faits, parce qu'on a les échanges automatiques mettent toujours un peu de temps à se mettre en route, mais oui, aujourd'hui, le filet se resserre. n'oubliez pas, Big Brother vous regarde. N'essayez pas de finasser. De toute manière, il vous chopera. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Il vous chopera. Il y a intérêt. Et s'il y a un seul truc qui marche en France, c'est bien les impôts. Donc, voilà. La police, Ça, elle est efficace, mais contre les agriculteurs. Et la fiscalité, elle marche pour tout le monde. C'est merveilleux. Donc, voilà. Autant Chacun dire son que les avocats fiscalistes ont encore beaucoup de travail. on en a, oui, c'est surtout qu'on ne sait pas où on va, c'est le plus dur. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais remercier d'abord le sponsor de la vidéo, Yomoni. Je vous rappelle que je vais vous mettre leur QR code ici. Et je vous rappelle que Yomoni, il accompagne plus de 80 000 clients aujourd'hui. Il gère 1,9 milliard d'encours. Donc, ça fait un acteur absolument majeur de l'épargne digitale en France. Et l'intérêt d'aller chez Yomoni en passant par le QR code qui est là ou par le lien qui est dans la description, c'est que là, vous avez une offre promotionnelle qui est absolument géniale. C'est jusqu'à 2000 € offerts pour toute première ouverture ou transfert d'un PER avec le code MONPER25. Donc, mon PER majuscule tout attaché, 25. Et vous pouvez avoir jusqu'à 2000 € offerts. On n'avait jamais fait ça sur ma chaîne, donc allez-y, profitez-en. Il y a quand même là pas mal d'argent à récupérer. C'est une offre qui est valable jusqu'au 23 décembre 2025. Donc allez-y, le lien dans la description ou le QR code qui est là. Et puis, j'aimerais remercier
les 3 experts qui sont venus avec moi. Alors, il y a Mathieu Faraco, pardon, hop, je mets en plus grand. Voilà. Il y a, Merci à toi Mathieu, pour l'invitation. voilà, Mathieu Faraco de Librairie Riche. Et Mathieu Faraco vous offre une masterclass 100% gratuite. Le lien est dans la description. Et qui a pour titre, c'est la méthode 5 minutes par mois pour un portefeuille solide. Profitez-en, 5 minutes par mois, ça fait, voilà, c'est raisonnable comme temps pour avoir un portefeuille solide. Merci à Thibaut Saron, donc, qui est conseiller financier privé auprès de particuliers et de chefs d'entreprise chez Métantis Patrimoine. Vous avez un lien dans la description aussi. Et merci à Maître Joris Leclerc, qui est avocat fiscaliste. Vous avez également un lien dans la description pour le contacter. Et puis tous ceux qui nous regardent, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et je vous dis, enfin on vous dit tous du coup, à très bientôt.